Bonjour à tous, merci d'être venus, courageux pour parler de ce sujet nouveau, complexe, que j'ai introduit ce matin un peu sur la table ronde, si vous étiez là, sur la question de la techno et de l'impact de la techno dans notre tourisme en montagne. Je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Guillaume Cromer, je suis directeur d'un cabinet d'études qui s'appelle ID Tourisme, qui est basé à Grenoble, qui au départ travaille sur la question des stratégies de développement touristique, principalement sur les territoires. Nous, on accompagne quand même beaucoup les élus et les offices de tourisme et les OGD, les organismes de gestion des destinations, sur cette question de la stratégie de développement touristique, de faire des schémas, de faire de ces grands documents cadres. Et notre posture historique, c'est d'être très engagé sur ces questions de transition du tourisme. Et donc d'engager cette transition, donc comment on va intégrer les grands enjeux en matière de développement durable dans nos politiques touristiques, et en même temps comment on va rendre ça très opérationnel, à la fois au niveau des techniciens d'une collectivité territoriale et de son office de tourisme, pour rendre ça très concret. Ça, c'est l'histoire du cabinet, et comment on travaille le cabinet. Il travaille aussi avec des privés sur l'ensemble de ces sujets de stratégie et d'accompagnement sur différents sujets. Individuellement, moi, je suis assez technophile. Je suis tout le temps sur mon téléphone, aux grandes dames de ma famille, et je suis très early adopter, comme on dit. J'aime beaucoup suivre, tester et comprendre les choses. Et là-dessus, je me suis intéressé depuis quelques temps à cette question de la blockchain, dont on entend parler, et souvent c'est quand même bien complexe, on ne comprend pas grand-chose. Et je me suis dit, attends, on va essayer d'être un peu moins bête, et on va se former sur la question. Et donc dernièrement, je suis allé me former avec une école en ligne qui s'appelle Alira, qui est l'école blockchain, pour essayer justement de creuser le sujet et d'apprendre et d'essayer de voir quels pouvaient être les liens potentiels avec notre secteur du tourisme, et après en particulier le secteur du tourisme en montagne, mais globalement le secteur du tourisme, comment il pourrait intégrer en fait ces éléments de la blockchain. Donc maintenant j'ai ma certification, je suis consultant blockchain auprès d'Alira, c'est super et tout. Ça a duré 12 semaines de nuits, de cours et de talks, etc. Mais c'était très intéressant, très dense, mais au moins pour justement voir les possibilités et tout l'intérêt en fait de cette innovation technologique, révolution technologique pour notre secteur. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'en parler avec vous, de discuter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se traduit, c'est quoi concrètement, de répondre à vos questions et vos interrogations. Donc n'hésitez vraiment pas à me couper, à prendre le micro, c'est pour la captation vidéo, et pour qu'en fait on discute des sujets, pour que vraiment je vous explique les choses. Et après, je présente quelques projets que moi j'ai pu voir, ou sur lesquels je me suis mis, pour essayer de me dire, mais en fait, là, il y a peut-être des choses hyper intéressantes sur lesquelles on pourrait tirer le fil et le mettre en fait sur notre secteur d'activité, pour avoir un peu des choses très pratico-pratiques. Donc, le postulat de départ, j'en ai parlé un peu ce matin. Qui était là ce matin Ok. Donc, l'idée de l'origine de la blockchain, c'est bien de dire qu'en gros, Internet change. On est au bout d'un cycle, parce que Internet, c'est très centralisé, on file notre thune aux GAFAM, et à un moment donné, ce monde, il est quand même assez centralisé, et au final, on est un peu dans une impasse, quoi. Quand on discute avec les offices de tourisme et qu'ils nous disent, ouais, mais en fait, comment tu veux qu'on change de ce modèle ? Aujourd'hui, en fait, on file du fric à Google AdWords, on file du fric via nos hébergeurs à Booking, etc., etc. On est bloqué, quoi. On peut plus ressortir de ce modèle-là. Et donc, l'idée derrière cette notion de blockchain est bien d'essayer de faire un pas de côté, de dire, s'il y a peut-être une solution, il y a peut-être en fait un autre monde. Donc, comme je l'ai dit ce matin, l'origine de la blockchain, c'est en gros deux mondes qui se sont croisés, c'est la cryptographie et c'est la question du libre, du logiciel libre. Donc ce croisement-là a permis en fait à des développeurs, à des activistes de bosser sur la question et de se dire, en fait, il faut qu'on invente peut-être déjà qu'on attaque le premier sujet qui est la monnaie. Et donc, il en est sorti une première monnaie
pair à pair, qui s'appelle le Bitcoin, qui a été créé en 2009, et qui est vraiment le socle, en fait. Et tout au départ, donc le Bitcoin a été construit sur une technologie qui s'appelle la blockchain, et tout au départ, blockchain et Bitcoin, c'était un peu la même chose, quoi. Et petit à petit, on s'est dit, mais en fait, la technologie blockchain, en fait, on va pouvoir l'utiliser sur plein d'autres choses, et pas que sur une monnaie, un or numérique, au final. Et donc, ça a commencé comme ça. Et maintenant, c'est vraiment ce truc de dire que on est au bout d'un cycle, en fait, sur l'Internet, et donc on parle de ce Web 1, Web 2, Web 3, et donc aujourd'hui, on est bien encore largement là-dedans, hein, dans ce Web 2 avec l'ensemble des réseaux sociaux, de ces opérateurs web qu'on connaît tous, de ces opérateurs touristiques, Airbnb, Booking, etc., de ces plateformes, quoi. On est sur une forme de plateformisation. Et l'enjeu, l'utopie, en fait, du protocole blockchain, c'est de dire qu'en fait, on va tendre vers un Web 3 sans intermédiaire et décentralisé. Aujourd'hui, il est centralisé. Demain, l'enjeu, c'est qu'il soit décentralisé. Ça veut dire aujourd'hui, on fait confiance à des acteurs, Booking, Airbnb, Google, Facebook. On leur fait confiance quand on va leur donner de l'information pour que ils fassent quelque chose. L'enjeu de demain, c'est de dire on n'a plus besoin de cette tiers de confiance parce qu'on va faire confiance au protocole qui intègre de la cryptographie, des mathématiques, et en fait, on va faire confiance à ça, naturellement. Et ça va nous permettre, en fait, de faire confiance à l'autre qui est de l'autre côté, parce que le code répond, en fait, à cet engagement-là. Et c'est vraiment l'idée, et il y a tout un écosystème aujourd'hui qui se construit autour de ce Web 3, avec des nouveaux outils, des nouveaux acteurs, des nouveaux protocoles derrière tout ça. Et ça, on va en parler, justement. Donc je vous ai fait un petit truc de définition. Ça permet de caler le truc. Donc la blockchain, on en parle. C'est une techno, un protocole informatique qui est en gros une forme de base de données. C'est une base de données, c'est un registre dans lequel en fait on va inscrire des formes de transactions. Ça veut dire que aujourd'hui, comme je l'ai dit, en fait, on fait confiance à un tiers, soit une banque, soit une assurance, soit Airbnb, soit Booking en fait pour faire quelque chose. Demain, la transaction qu'on va faire entre moi et un hébergeur pour louer mes vacances cet été, je vais les passer directement, sans intermédiaire, via la blockchain, et tout sera inscrit en fait dans ces blocs. C'est-à-dire que chaque transaction va être intégrée en fait dans ce bloc, et grâce à la cryptographie, on va pouvoir retrouver en fait l'ensemble de ces éléments-là. Et tout sera transparent, sécurisé, et tout sera inscrit là-dedans. Donc c'est une base de données qui stocke des données dans des blocs qui sont reliés les uns aux autres, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une base de données, de manière assez basique. Et elle n'est pas centralisée, c'est-à-dire que cette base de données, c'est pas juste au sein d'un serveur chez OVH à Strasbourg, elle est distribuée sur l'ensemble de plein de serveurs sur ce qu'on appelle des nœuds. Vous avez peut-être entendu parler de cette question des nœuds en fait dans un réseau blockchain. Et donc on n'est pas sur une transaction classique où en gros on fait confiance à la banque et après on récupère l'argent, mais en fait c'est une transaction par chaîne de blocs, et donc tout est distribué en fait entre les différents nœuds qui sont des mini-serveurs en fait un peu partout disséminés. Et après il y a un système de consensus, de validation des blocs pour dire oui, on est d'accord avec l'ensemble en fait des transactions qui ont été réalisées, et donc on valide tout ça, et donc ça fonctionne, et donc on y arrive. Donc ça c'est pour essayer d'expliquer, même si c'est complexe, la question de la blockchain. Derrière ça, on a des termes un peu des buzzwords dont on entend parler ces derniers temps. On a ce NFT. Vous avez entendu parler des NFT. NFT, Non-Fungible Token, donc c'est un token non fongible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière le blockchain, vous avez des tokens. Des tokens, c'est des actifs numériques. Le Bitcoin est l'actif numérique de la blockchain Bitcoin, du même nom. Mais il y a d'autres blockchains, il y a plein de blockchains qui existent. Il y a Ethereum, il y a Cardano, il y a Solana, il y a plein de blockchains différentes qui ont toutes des particularités. Bitcoin, c'est sur la monnaie, c'est une monnaie numérique. L'objectif, c'est surtout d'échanger de la monnaie entre les pairs. C'est pas forcément de faire d'applications décentralisées dessus. Sur les NFT sont plutôt aujourd'hui sur d'autres blockchains. Et en gros, un NFT, c'est un token non fongible. Donc la différence en fait entre un token fongible et non fongible, c'est que par exemple,
Le Bitcoin, vous pouvez remplacer un Bitcoin par un autre. C'est comme si j'ai 1 euro, je peux le remplacer contre un autre euro. Donc c'est fongible, quoi. On peut le passer d'un autre à l'autre. Voilà, je te donne 1 euro, tu me redonnes 1 euro, ça change rien, quoi. Un NFT, c'est un token non fongible, c'est-à-dire qu'il est unique. À chaque fois, il y en a un et il est unique. Et donc, on a souvent eu cette image, en fait, des singes, là, en JPEG, des Bored Ape, qui ont été revendus très, 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 très cher, en fait, en ligne. Et par exemple, il y a aussi d'autres jeux, comme une start-up française qui s'appelle Sorare, qui est en gros un jeu de foot fantasy, c'est-à-dire que vous allez acheter des cartes de joueurs sous format NFT et vous allez pouvoir jouer en fait en ligne grâce à ces joueurs qui sont des cartes. Mais elles sont uniques. Chaque carte a un numéro unique par saison, par joueur, etc., etc. Mais c'est des NFT qui sont basés sur la blockchain. Et donc on va rattacher une identité numérique par rapport à un objet. Principalement physique, mais ça peut être aussi, principalement numérique, mais on pourrait avoir aussi des objets physiques. Je vais en parler après, mais par exemple, aujourd'hui, on a des projets de tokenisation d'immobilier. Ça veut dire qu'en gros, au lieu de se dire, je vais revendre un bien, non, je vais en fait le tokeniser en plein de petits tokens. Et après, chaque individu va pouvoir investir là-dedans en disant, moi, je prends une partie en fait de ce bien. Et comme ça facilite aussi l'accès potentiellement à chaque individu qui dit, je peux pas acheter un bien à je sais pas combien de milliers d'euros, mais je peux juste prendre, c'est de l'investissement, quoi. Donc le Bitcoin, on en a parlé, c'est un système expérimental de transfert et de vérification de propriété reposant sur un réseau de pair à pair sans aucune autorité centrale, qui est en gros une monnaie numérique. Le Bitcoin, c'est une monnaie. Et l'objectif historique, en 2009, quand elle a été lancée, c'était de dire, en fait, on veut trouver une monnaie qui ne passe pas par les banques centrales. C'est vraiment un truc libertaire, c'est de dire, attendez, on en a marre, en fait, des gens qui nous imposent un système. Nous, on veut penser différemment, et donc on veut utiliser ce modèle-là. Ce qu'il faut savoir sur la question du Web3, c'est que tout est axé sur ce qu'on appelle un wallet, qui est un portefeuille de crypto-monnaie, un portefeuille virtuel, sur lequel en fait vous allez seront stockés en fait vos différents tokens, que ce soit des monnaies comme le Bitcoin, que ce soit comme de l'Ethereum, que ce soit comme des NFT. Tout ça c'est stocké en fait dans un wallet. Qui a un wallet dans la salle? Bonjour. On a 2 wallets. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le wallet, c'est une double clé. Vous avez une clé publique. En gros, c'est comme sur Lydia, où en gros, vous allez envoyer un numéro de téléphone du cash. En gros, vous avez une clé publique sur votre wallet en disant envoie-moi X ou 0x Bitcoin ou Ether sur mon adresse publique. Et de l'autre côté, il y a une clé privée qui, en gros, ce qui vous permet d'aller sur votre wallet. Et cette clé privée, c'est ce qu'on appelle une seed. C'est en gros une phrase de 12 ou 24 mots qu'il faut que vous gardiez pour vous. Mais c'est un truc hyper important. Et il n'y a pas de truc mot de passe oublié à un moment donné, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper... faut pas perdre ces 12 mots. Et donc, il y a parfois, quand vous avez un peu d'argent sur votre portefeuille virtuel, enfin votre wallet, ces 12 mots, vous allez mettre limite ces 12 mots qui vont aller dans le coffre-fort, quoi. Parce que c'est ça qui va permettre après à tout individu, limite, de venir prendre votre crypto. Et il y a eu des drames de mecs qui avaient plein de bitcoin et qui ont tout perdu parce qu'ils ont perdu leur site, quoi. Mais ça montre le côté très... à toi de te bouger pour protéger ta phrase, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de wallets. Il y a des hot et cold, froid et chaud. En gros, il y a des hot wallets qui, en gros, te permettent de créer en fait ton portefeuille, ton wallet en ligne. Et donc, tu es soumis forcément au risque parce que tu es sur Internet. Donc, ils vont te générer ta phrase de 12 mots en ligne. Mais si derrière, en fait, tu te fais hacker pendant que tu crées ta phrase, bim bim, il y a un gros risque, quoi. Et l'intérêt du cold wallet, c'est que c'est une forme de clé USB dont le leader mondial s'appelle Ledger, est une boîte française, et sur lequel vous allez pouvoir avoir votre crypto sur un outil extérieur, quoi, sur lequel vous n'avez pas besoin de vous connecter à Internet pour voir ce que vous avez.
Autre définition, quand on prolonge un peu le sujet, et je vous présenterai des projets là-dessus, un des projets assez intéressants que je trouve, moi, par rapport à nos problématiques qu'on a de gouvernance, d'égo, de pouvoir, en particulier chez nous dans la montagne, c'est la question des DAO ou des DAO, c'est les organisations autonomes décentralisées. Ça veut dire qu'en gros, pour vous la faire simple, c'est une forme de coopérative 3.0. En gros, c'est une forme d'association ou de coopérative basée sur la blockchain, sur laquelle chaque détenteur du token de la DAO a des droits de vote, des participations, peut jouer un rôle en fait dans l'avenir de l'organisation. Et tout ça est régi par des règles qui sont traduites en code dans justement cette DAO. Et ça, on va voir qu'il y a des projets assez intéressants là-dessus, et on peut se dire, mais en fait, on peut chambouler beaucoup de choses, ça, en termes de gouvernance de nos sujets. Et je vous ai quand même mis la définition du métavers, on en a parlé un peu ce matin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le métavers, c'est quoi? C'est un réseau d'environnements virtuels toujours actif dans lequel de nombreuses personnes peuvent interagir entre elles et avec ces objets numériques tout en exploitant des représentations virtuelles ou avatars d'elles-mêmes. Les métavers peuvent être basés sur la blockchain ou pas du tout. Le grand projet de Meta, c'est en gros un métavers, mais géré directement par Meta, par Zuckerberg. Et donc il n'est pas ouvert, transparent, distribué, etc. C'est juste en gros une entreprise qui décide de rester toujours dans le même monde, mais qui décide de pousser les individus à venir en fait vivre, consommer au sein de ce milieu-là. Mais c'est pas un monde ouvert et partagé auprès de tout le monde, quoi. Donc il faut bien se dire que c'est deux choses différentes dans toutes ces questions de blockchain et toutes ces questions de métavers. Parfois il y a la même chose, donc il y a des métavers qui sont basés sur la blockchain, qui sont décentralisés, etc., etc. Mais globalement, c'est quand même deux sujets bien différents. L'un des sujets hyper importants nous, en tant que consultants, quand on travaille sur les sujets, c'est déjà de vérifier par rapport aux ambitions, aux projets, etc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une blockchain, quoi? Parce que déjà, c'est complexe, il faudra embarquer toute l'équipe. L'objectif, c'est pas de pousser absolument, dire mais en fait, une blockchain, c'est hyper important, aller sur cette blockchain, c'est cool, il faut le faire, quoi. La question, en tant que consultant, c'est déjà de questionner si c'est vraiment utile en fait d'aller là-dessus ou si en fait vous pouvez juste faire une base de données sur Access, quoi, en gros. Et ça, c'est là où nous, on a un travail d'accompagnement, de sensibilisation, d'explication pour se dire, attendez, le projet, c'est vraiment ça. Et en fait, il y a un schéma qui est un peu complexe, mais qui est souvent utilisé, qui est de dire, en gros, est-ce qu'on a besoin d'un tiers de confiance? Oui, non. Est-ce qu'on machin? Et à partir de là, petit à petit, en fait, on construit notre grille de lecture pour savoir si, à la fin, on a vraiment besoin d'une blockchain. Et après, de savoir de quel type de blockchain on a besoin. En gros, il y a des blockchains publiques qui sont en gros ces blockchains transparentes sur le secteur, comme Ethereum, comme Bitcoin, comme d'autres. Et il y a des blockchains permissionnées, qu'on appelle des blockchains privées, sur lesquelles, en fait, c'est l'entreprise qui gère sa propre blockchain. Mais en gros, est-ce que c'est vraiment une blockchain? C'est une question philosophique qu'on pourrait se poser. Et il y a plein d'endroits où, en gros, non mais laissez tomber, il n'y a pas de besoin de blockchain par rapport à ce projet-là, quoi. Donc il y a une question plein de questions qu'on va questionner, qu'on va poser par rapport au projet, par rapport à la stratégie de l'organisation, de la destination, en se disant, en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin à un moment donné de ça? Et ça, c'est un travail qui est très important parce qu'il y a une forme de complexité quand même d'inscrire un projet ou d'inscrire une stratégie en fait à travers un protocole blockchain, parce que c'est complètement révolutionnaire aussi pour l'organisation. On pense différemment, on est ouvert, on est transparent, tout est inscrit dans la blockchain, donc toutes les transactions potentiellement d'une structure sont visibles, quoi. Donc est-ce qu'on peut et veut ça? C'est des vrais sujets entrepreneuriales, quoi. Est-ce qu'à partir de là, vous avez quelques questions, réflexions, remarques Ça va pour l'instant? C'est assez clair? Ok. C'est bon? Je viens d'arriver. Là, je vais parler de projets que moi que j'ai vus et que je trouve assez intéressants. Je vous en parle et après on en discute. Et si vous en avez en plus, n'hésitez pas. Ces trucs sont pas dans le tourisme. Parce que dans le tourisme, je crois qu'il y a un projet que je présente qui sont dans le tourisme, mais sinon globalement pas. Bon, un des gros projets du Web 3 et de la blockchain en France, donc je l'ai dit, ça s'appelle Sorare. Sorare, c'est un jeu de sport fantasy sur 3 sports aujourd'hui, la NBA, le foot mondial et le baseball américain. Et en gros, l'idée, c'est
Sorare va minter, ça veut dire qu'ils vont créer des NFT chaque saison par rareté de chaque joueur. Et en gros, nous, individus, on peut aller sur le site et acheter en gros des joueurs. Et le jeu, parce que c'est un jeu, à partir des joueurs que vous avez achetés, après vous pouvez les mettre dans une équipe en mode, je vais mettre, j'ai 5 joueurs à aligner, au foot, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un autre joueur de champ. Et en gros, ça va me calculer la performance réelle des joueurs dans la vie réelle. Ils vont avoir des points. Et en gros, il faut que mes 5 joueurs performent très bien pour que je sois meilleur que tous les autres managers dans le monde. Et après, je suis récompensé, soit directement en crypto-monnaie, en ETH, en Ethereum, soit en autre carte que après je peux revendre sur un marché secondaire, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant dans le jeu aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ces rewards, de ces récompenses numériques, que ce soit en argent, que ce soit en fait en joueurs, ça existe aussi des rewards dans la vraie vie. Et par exemple, là, dernièrement, ils ont fait un championnat spécifique sur lequel les premiers pouvaient partir avec l'équipe de l'AC Milan sur un match qui jouait en Champions League je crois qu'ils jouaient à Arsenal ou en tout cas ils jouaient en Angleterre. Et donc, il y avait 2 fans qui avaient gagné sur Sorare et qui partaient après dans le réel. Et tout ça était lié juste au départ quand même sur un jeu basé sur des NFT. Donc si on tire un peu ce fil-là, on se dit qu'à la fois sur le côté gamification que la génération Z adore énormément, comment à un moment donné on pourrait imaginer peut-être des traductions d'utilité dans la vie réelle. Et là j'en viens forcément à la question du tourisme, c'est qu'à un moment donné en forme d'utilité dans la vie réelle, le tourisme il est là quoi. Et là on se dit, et c'est un truc qu'on a creusé avec certains experts en France du tourisme, on s'est dit mais à un moment donné comment on pourrait pas faire des formes de collection de NFT qui peut-être représentent des destinations françaises sur lesquelles il y a un côté collectible et en même temps après on va permettre aux détenteurs de ces NFT de pouvoir vivre une expérience particulière en fait dans ces destinations ou ailleurs. Et donc d'aller vraiment sur... Et après on peut se dire mais en fait on peut aussi imaginer une forme d'évolution de la valeur de ces NFT par rapport à différents indicateurs data qu'on va intégrer, limite en intégrant, l'engagement environnemental de la destination, quoi. Et donc on imaginait plein de choses, et on a tiré les fils comme ça, et on s'est dit, mais en fait, il y a plein de trucs à créer. Et là, on va toucher directement ces gens qui... parce que c'est une très grosse boîte maintenant, Sorare, avec des millions de managers dans le monde, qui a levé 450 millions il y a 2 ans. Enfin, c'est pas une petite structure. Et en fait, dans le même modèle, on se dit que on pourrait imaginer quand même des choses très très intéressantes avec les offices de tourisme par rapport à des sujets comme ça de NFT d'une destination ou de plusieurs destinations dans une région, dans la France, sur lequel après, en fait, on va créer de l'attractivité et des expériences en face réelle. Ça, c'est un autre sujet qui est assez, un peu quand même, oui, assez touristique quand même. Stramozy, c'est une DAO, donc c'est une organisation autonome décentralisée. Et en gros, on est en Roumanie. Et on a des jeunes qui se sont dit, notre atout France chez nous, il fait quand même pas grand-chose. Est-ce qu'on pourrait pas, limite, le disrupter et créer notre propre organisation autonome qui gère la promotion de la destination Roumanie? Et donc pour ça, on va faire une organisation autonome décentralisée, on va créer des tokens, qui sont ces images de la culture roumaine. Et derrière, en fait, tous les détenteurs des tokens vont avoir un droit sur les actions en fait de l'organisation Stramozy pour faire de la promo, pousser, créer des nouvelles offres sur les territoires, etc., etc. Et au final, ce n'est pas l'État qui gère la promotion, mais c'est les gens passionnés par la Roumanie qui décident en fait de limite ce qu'il faudrait pour promouvoir en fait la destination. Donc on est vraiment, on parle souvent en fait de ces limites de ces habitants ambassadeurs. Là, c'est la traduction des habitants ambassadeurs en implication dans une organisation autonome décentralisée qui gère la promotion touristique d'un pays. On est quand même loin de ça aujourd'hui chez nous en France avec Atout France, quoi. Mais why not? Ça veut dire que on parle souvent, nous dans les offices de tourisme par exemple, on parle souvent de la place des habitants. Tout le temps on en parle. Mais concrètement on fait quoi pour impliquer réellement les habitants dans les réflexions autour du tourisme sur un territoire? On fait quand même, je suis désolé, mais pas grand chose aujourd'hui.
Et donc, c'est à part peut-être les greeters, où en gros, on va les pousser à devenir des habitants ambassadeurs, mais concrètement, dans même la posture, avant, limite, dans les syndicats d'initiative, on avait des gens, des habitants passionnés, en fait, qui participaient au truc. Mais peut-être que là, à travers, en fait, ces outils techno, on pourrait dire aux gens, si vous voulez venir dans le processus, vous achetez un token qui vous permet, en fait, d'avoir des droits en face et après de participer à la gouvernance du territoire. Et c'est pas uniquement les élus qui décident pour tout le monde parce qu'ils sont allés à Ibiza et qu'ils ont compris le tourisme, quoi. En général, c'est pas Ibiza, c'est plutôt à Mamet mais c'est assez révolutionnaire comme vision des choses, quoi. J'ai essayé de les questionner pour savoir, mais concrètement, le gouvernement, il réagit comment qu'est-ce qu'il dit, votre ministère du tourisme et tout ça? Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je suis assez curieux, en fait, de creuser pour savoir comment la réaction, en fait, des organisations classiques, quoi, du tourisme sur le territoire. Mais en tout cas, chose assez incroyable. Là, on est sur le projet qui a été lancé par Wheatland, donc, qui était en intervention ce matin avec moi, Christopher. Donc, eux, en ce moment, ils accompagnent l'Office de tourisme de Dunkerque, dans le Nord, justement pour expérimenter, en fait, une première solution. Et l'idée est bien de créer des NFT de la destination Dunkerque pour toucher un public très, très particulier, qui sont les kitesurfers. Pourquoi les kitesurfers? Je ne sais pas si vous savez que à Dunkerque, il y a un super spot de kitesurf. Je ne savais pas non plus. Mais en gros, ils se sont dit, nous, on est en concurrence, en fait, sur cette activité avec des destinations plutôt soit sud Maroc, soit sur le Cat, etc., dans la Méditerranée. Comment on peut se différencier? C'est justement, on va essayer de mettre en place une stratégie Web3 pour toucher la génération Z en allant créer justement ces NFT de la destination sur lequel le fait de détenir un token va ouvrir en fait des expériences plus en termes de kitesurf sur le territoire et en même temps faire un peu de bruit et rassembler toute cette communauté des détenteurs sur un métavers. Ça, c'est le projet de Wheatland, en disant, en fait, pendant toute la période où ils sont pas à Dunkerque, ces gens-là, il faut qu'ils viennent pour discuter en fait de kitesurf sur un lieu immersif en ligne. Et comme ça, on les rassemble, mais dans un univers qui est Dunkerque, quoi. Et comme ça, ils continuent à penser, à réfléchir et à se dire, mais c'est quand qu'on s'organise un truc pour aller à Dunkerque tous ensemble, quoi. Donc c'est l'idée et c'est l'ambition en fait du projet. Autre truc assez classique et qui rejoint un peu ce qu'on se disait sur la question des offices de tourisme, c'est un projet qui s'appelle Kérou Project. Et vous connaissez les petites pièces dans les patrimoines français où on peut récupérer notre pièce et après faire super, j'ai une pièce. Mes enfants, ils raffolent de ces trucs. Je comprends pas, s'ils perdent leur pièce après, c'est chiant. Et en fait, l'idée c'était juste de dire, cette pièce, on va la traduire en NFT. Et en gros, vous allez la récupérer, vous allez pouvoir les collectionner derrière dans votre portefeuille et vous allez avoir votre petite collection de destinations. Et la question, c'est à la suite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Après, on a toutes les adresses publiques en fait des détenteurs de nos NFT. On pourrait en fait créer dans le code en disant, ça génère une réduction dans la destination pour venir parce que vous allez avoir moins 20% sur tel ou tel truc, ou on va vous proposer quelque chose, ou autre chose. En tout cas, on va pouvoir les impliquer individuellement dans l'expérience en fait sur les territoires. Donc ça, c'est l'objectif au départ. Maintenant, c'est la suite, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les détenteurs de NFT, quoi. Ça, c'est un sujet qui touche pas beaucoup le tourisme, mais qui est assez intéressant dans à la fois son modèle et dans son financement. Ça s'appelle Pixo. Pixo, c'est en fait une boîte qui va faire, en gros, qui va lutter contre les emballages à usage unique dans les restos. McDo principalement. Un de leurs gros clients, c'est McDo. C'est de dire, on va vous mettre à disposition des petites boîtes réutilisables pour pouvoir mettre vos burgers et tout ça dedans. Et on va faire un suivi de ces boîtes. Et l'idée, c'est en fait, tout est inscrit sur la blockchain. Ça veut dire que chaque boîte est inscrite avec chaque flotte de boîtes, pas chaque boîte, mais chaque flotte de boîtes est inscrite en fait dans la blockchain. Et la question qui est assez intéressante là-dedans, c'est de se dire qu'ils veulent aussi impliquer l'investisseur lambda, de dire, venez investir, vous allez acheter un token, un NFT,
qui ouvre des droits de propriété d'une flotte de boîtes et sur lequel vous allez être rewardé et vous allez avoir des intérêts régulièrement payés par McDo, etc., quoi. Et comme ça, il y a un suivi de tout, il y a une implication aussi de l'individu en termes d'investissement. Et je discutais, pas avec Pixo directement, mais avec la boîte qui accompagne en fait sur cette question limite de l'économie des tokens, ce qu'on appelle les tokenomics, c'est de se dire, mais en fait, ce projet-là, on pourrait pas imaginer la même chose sur la transition énergétique des lits froids. Il me disait, bah si, on pourrait imaginer un truc, ce serait assez intéressant, en fait, de pousser l'individu qui veut investir et qui sait pas où mettre ses ronds, et en gros, de dire, bah, vous allez acheter un token qui permet d'être propriétaire des flux de transition énergétique dans tel ou tel lit froid. Et de dire, bah, vous allez être rewardé par votre investissement. Et donc là, on pourrait imaginer en fait des choses hyper intéressantes par rapport à des problématiques qu'on s'est posées énormément hier sur les tables rondes, quoi. Dans le même modèle, en fait, on a des choses aujourd'hui, j'en ai parlé un peu avant, c'est cette question des tokenisations d'actifs immobiliers. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, on peut, vous-même, vous pouvez investir dans de l'immobilier, mais qui est simplement une partie de l'immobilier tokenisé, quoi. En gros, au lieu d'acheter tout un bien et de vous embêter ou de passer par un tiers pour gérer la location, etc. Et ben vous pouvez passer via une tokenisation d'actifs en disant bah, moi j'ai que je sais pas 500, 1000, 2000 euros, mais en fait ça m'intéresse bien parce que ça permet aussi de distribuer un peu mon épargne, quoi, et mon investissement. Et donc c'est des propriétaires, des investisseurs qui veulent tokeniser des biens immobiliers. Il y a des plateformes qui permettent d'utiliser la blockchain pour tokeniser les security tokens. C'est comme ces types spécifiques en fait de tokens sur la blockchain, les STO, régulation de l'émission et l'échange des tokens, et après les tokens sont disponibles sur le marché secondaire et peuvent être librement échangés. Et derrière, il y a une question d'intérêt, de rewarding en fait des détenteurs en fait des tokens. Mais on peut aussi là, peut-être qu'entre ça et le truc de Pixo, par rapport à notre problématique des lits froids chez nous en station, il y a peut-être des trucs à réfléchir quand même qui sont assez pertinents. Et sinon, pour finir, nous, étant donné que c'est un sujet assez nouveau, on a lancé avec certains acteurs qui sont assez intéressés sur le sujet, on a lancé une communauté qui s'appelle Dether, qui démarre tout doucement, où l'idée c'est déjà de nourrir par une newsletter qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, c'est quoi, comment ça se traduit. Et donc vous vous inscrivez pour l'instant à la newsletter pour essayer de recevoir l'information. On va faire une petite newsletter tous les mois, d'éditos, d'interviews, de veille sur ces sujets-là. Et ensuite, l'idée, c'est de basculer sur justement une DAO en France, avec tous les acteurs qui sont intéressés par ces sujets de Web3, de blockchain dans le tourisme, pour rassembler en fait toute cette énergie-là. Et après, c'est justement comme chez Stramosi, en fait, c'est la DAO qui va décider ensemble de qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Est-ce qu'on va... l'idée, c'est pas de disrupter à tout France, c'est plutôt de se dire, mais comment on va peut-être... créer des outils pour sensibiliser en fait l'ensemble des acteurs du tourisme en France sur ces sujets de blockchain et Web3. Est-ce qu'on va faire un événement à un moment donné? Est-ce qu'on va faire des cours en ligne? Est-ce qu'on va faire... Voilà. Et l'idée, c'est de construire ça avec les détenteurs des tokens à un moment donné, parce que c'est aussi permettre à tous les acteurs de rentrer dans le truc et d'apprendre en créant son wallet, en achetant un token justement pour participer à la gouvernance en fait de la DAO d'Ether. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer sur ce chemin-là. Donc ça, c'est un truc qu'on lance là avec plusieurs acteurs, et ça peut être intéressant pour vous de vous nourrir et de continuer à rentrer un peu dans ce monde-là. Et après, grosso modo, pour finir, élaborer une stratégie ou un projet blockchain Web3 dans le tourisme. Nous, on a juste une manière un peu de travailler sur le sujet, c'est il y a 6 points. Sensibiliser, donc information dans l'organisation sur les enjeux Web3, sur la blockchain, sur ce qu'on a fait là, et de répondre aux interrogations, parce qu'on sait que c'est un sujet nouveau qui est complexe et sur lequel on doit poser des mots simples pour expliquer bien. Comprendre, donc analyser les opportunités pour intégrer la blockchain dans le projet, avec cette réflexion do we need a blockchain, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une blockchain par rapport à votre problématique clé chez vous? Après, l'idée, c'est de creuser quand on a fléché un peu une problématique. Oui, mais nous, on va justement, c'est la question de la nouvelle génération, on veut les attirer plutôt sur ce côté promotion, commercialisation. Ok, on va essayer de creuser ce sujet-là avec vous et on va voir les possibilités, on va aller voir ce qui se fait ailleurs sur
d'autres secteurs d'activité pour voir la possibilité. On va valider le projet ensemble pour dire, bah voilà, ça c'est le projet sur lequel on veut expérimenter, on veut creuser et on veut y aller et évaluer. Et après, bah, on vous accompagne sur la réalisation avec forcément des acteurs qui font, quoi. Moi, je suis pas un codeur, un développeur Web3 blockchain. Donc, on va chercher après des développeurs, des faiseurs, comme Witland par exemple sur leur techno, pour justement vous accompagner dans la réalisation en fait du projet ou de la stratégie. Et après, bien sûr, d'évaluer. J'en parle souvent, mais si on suit pas, si on fait pas de monitoring par rapport en fait à ce qu'on a voulu faire et ce qu'on suit, ça sert pas à grand chose. Donc là, il faut vraiment suivre en fait la réalisation. Est-ce qu'il y a de l'attraction sur tel ou tel public? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une compréhension générale de tout le monde? Et pour avancer en fait sur tout ça. Voilà un peu le travail que nous on mène aujourd'hui sur les territoires ou pour les boîtes sur ces sujets-là. Donc voilà pour ce sujet. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interrogations, ce que vous voulez? C'est limpide? C'est un test un peu, hein, donc ça permet de me dire s'il y a un truc pas clair. Hein. Vas-y, ça marche ou pas? Yep, ouais. La question que je me pose, on a tous entendu un petit peu parler de Kev Adams là dernièrement. Ça pose la question de, ok, j'achète un token. Tu parlais de rénovation énergétique, ok, très bien. Donc l'idée c'est d'acheter un token, de se faire rémunérer quelque part. C'est une sorte d'action en fait, un peu. Je l'ai compris comme ça. Aujourd'hui, vu que la réglementation est super flex, super light, qu'est-ce qui oblige comment le détenteur d'un NFT fait valoir ses droits en fait? Pour moi, aujourd'hui, la limite, elle est un peu là. Et donc ma question, c'est, selon toi, est-ce qu'il faut quand même une forme de réglementation à un moment donné qui soit un petit peu plus costaud que celle qui existe aujourd'hui pour que ça fonctionne et que les usages que tu cites se développent? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la nature de la blockchain que d'être un petit peu libre? Voilà, c'est un peu ça l'interrogation que j'ai là à ce stade. C'est une super question parce que en fait, là, ce que nous, on discute avec pas mal d'acteurs du Web3, c'est que on est comme au début de l'Internet. Il y a plein de fraudes, il y a plein de scams, il y a plein de ce que tu veux, ce qui décrédibilise forcément. Et Kev Adams, c'est un exemple fort où, en gros, il s'est mis, sans trop le savoir, en fait, sur un projet de financement d'un film ou d'un dessin animé, je crois, via une vente de NFT. Et au final, le mec qui a lancé la vente de NFT, il a vendu tous ses NFT et après il est parti avec le fric et il s'est barré. Mais en fait, c'est comme on a beaucoup de fraudes et on a eu beaucoup de fraudes au début d'Internet, etc. Et moi-même, en fait, en rentrant sur le train du Web 3, j'ai payé, j'ai donné de l'argent à des scams parce que je pensais que c'était des vrais trucs et je me suis fait arnaquer, etc. Recours, aujourd'hui, c'est clair, il y a rien, quoi. Tu juste dis, ok, j'ai appris, quoi. Heureusement que j'ai pas mis 200 000 et que j'ai mis que 100 balles, mais bon, c'est chiant. Aujourd'hui, il y a très peu de recours, et c'est clair que il y a un besoin de législation et de réglementation, même si derrière, forcément, la vision, elle est libertaire et au départ, et c'est les cypherpunks qui ont lancé le truc et tout ça. Mais concrètement, on a besoin à un moment donné de réglementer pour permettre en fait à ces acteurs de travailler bien et dans le bon sens, pour aussi que ce soit plus crédible auprès du public et qu'il y ait moins de charlatans qui viennent pomper, faire des fraudes, quoi, en gros. Mais comme dans tout, dans la banque, c'est pareil, on a besoin de poser des règles à un moment donné, sinon on va avoir des fraudeurs de partout, parce qu'en fait, l'être humain, quand même, concrètement, t'as toujours des mecs qui viennent un peu foutre le bordel. Donc oui, clairement, on a besoin de réglementation, et le patron de Sora, hein, Nicolas Julia, il dit clairement ça, hein. Il dit oui, nous aussi par rapport à notre secteur sur le gaming et en gros les jeux play to earn et tout ça en ligne, on a besoin d'avoir une réglementation un peu propre parce que sinon on va avoir n'importe quoi et ça va décrédibiliser les fraudes qu'on aura à droite à gauche, vont décrédibiliser les bons projets, quoi. Et c'est pas très très bon en fait pour la crédibilité globale en fait de la techno qui dans le fond est juste incroyablement puissante potentiellement par rapport à plein de problématiques, quoi. Mais il faut qu'on arrive à faire le tri à un moment donné, quoi. Je vais juste dire que Madoff, c'était pas des NFT. C'est pour ça que ça venait de. En fait, c'est ça. C'est que dans plein de secteurs d'activité, dont la finance classique, il y a eu énormément de mal au truc, quoi. Et en fait, dans le Web 3, dans le web, et en fait, dès que tu as un nouveau truc, forcément, tu as les mecs qui disent
il y a moyen de faire un peu de fraude, quoi. Parce que la loi, elle est pas très claire encore et je peux jouer encore avec les lignes, quoi. Donc bien sûr, mais c'est clair que, comme tu le dis, et regardez l'histoire de Madoff est assez apprenante justement sur comment frauder, ou en tout cas cette facilité de le faire et de jouer avec le système, quoi. Et c'était pas forcément le Web 3, quoi, c'est clair. D'autres questions, d'autres remarques? Bah, si je vous remercie d'être venu à ce petit temps d'échange sur le sujet, et bonne fin de salon. Et à bientôt, si vous n'hésitez pas, et vous avez mes coordonnées si vous voulez échanger par rapport à vous, votre structure, votre projet, votre destination, avec plaisir pour prendre un peu de temps, se faire une visio, discuter, s'appeler, sans problème.